Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 62, nous passerons en revue le nouveau livret électronique de l'équipe, rédigé par James Parkin, intitulé « La nouvelle retraite ». Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, et toi? Ça va très bien, merci. Donc, je vais commencer. Au printemps 2022, on a publié deux balados, le numéro 39 et le numéro 40, sur le thème de la nouvelle retraite. Ces épisodes ont été et continuent d'être très populaires auprès de nos clients et nos prospects. Beaucoup nous ont demandé si on pouvait les produire sous la forme d'un livret électronique. Donc, aujourd'hui, on est très fiers de présenter notre dernier livret électronique intitulé « La nouvelle retraite ». Comme nos auditeurs réguliers le savent, on a produit de nombreux livrets ces dernières années sur différents sujets. Ils sont tous disponibles sur le site web Sujet Capital et sur la page web de l'équipe sur PWL Capital. Alors, James, qu'est-ce que tu veux partager avec nos auditeurs aujourd'hui sur le sujet? Bon, merci pour cette introduction, François. En fait, nous sommes très fiers de ce nouveau livret électronique. Comme tous ceux qui le précèdent d'ailleurs, et il est conçu pour être accessible. Il résume le vaste sujet de la retraite en à peu près 12 pages. Et comme vous le savez, la plupart des gens ne veulent pas lire un livre d'une centaine ou 200 ou 300 pages sur le sujet. Ils veulent un guide facile à suivre, qui va droit au but et qui pourra être utilisé facilement dans les discussions avec leurs conjoints. Puis on va pouvoir s'y référer puis revenir régulièrement parce que c'est tellement complet. Oui. James, la réalité démographique est que les Canadiens prennent leur retraite en plus grand nombre qu'auparavant et qu'une fois à la retraite, ils vivent plus longtemps que les générations précédentes. Il y a eu de nombreux livres qui ont été écrits sur ce sujet. Qu'est-ce que ton livret électronique apporte de nouveau? Très bonne question, François. Le véritable avantage pour les lecteurs est qu'il est à la fois complet mais facile à lire. Donc, c'est un guide. Il couvre en même temps les aspects financiers et, plus important encore, les défis psychologiques de la retraite. L'aspect psychologique est d'une importance capitale. Il fut un temps, on donnait des conseils financiers uniquement, François. Il fut assez longtemps, mais ça fait quand même plus d'une décennie qu'on met l'emphase sur aussi couvrir les questions psychologiques. Fait que c'est pas seulement pour les boomers, leur grand nombre et leur longévité qui leur distingue comme retraités, mais c'est aussi, ils ont une aspiration à mener une vie active, utile et connectée pendant la retraite. Fait que pour moi, notre livret, ça va être un excellent guide pour tout le monde. Oui, effectivement. La réalité pour beaucoup, c'est le défi que représente la transition entre le travail et la retraite. Les retraités sont troublés par le sentiment que leurs meilleures années sont derrière eux et ils s'efforcent de trouver un sens et un but à cette nouvelle étape de leur vie. On voit ça beaucoup, je pense. C'est tout à fait vrai, François, mais c'est ça qu'on veut changer, l'état d'esprit. Ben, je suis retraité, je suis bon à rien, je sais pas quoi faire avec mon temps, j'ai rien à dire. Et puis, donc, tous ces aspects psychologiques négatifs. Donc, moi, avec plus de 25 ans d'expérience, à voir les gens passer de la phase d'accumuler des actifs vers la phase retraité, j'ai pu constater à maintes reprises de nombreux retraités eux-mêmes ont du mal à admettre qu'ils sont à la retraite. Fait que l'âgisme et les stéréotypes négatifs peuvent rendre l'adaptation mentale beaucoup plus difficile pour certains retraités. Fait que dans ce livret, nous abordons les défis de la retraite et ça implique principalement 3 choses. La transition psychologique. Deuxièmement, une attention particulière à la santé et au bien-être. Puis troisièmement, c'est de comprendre que c'est une nouvelle étape pour les couples. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Les couples discutent souvent des grandes questions comme les finances, les voyages, le logement, mais trop de couples négligent de parler de la façon dont ils vont se comporter au quotidien une fois à la retraite. En fait, sur ce point-là, François, on devrait souligner que la retraite est une transition importante pour tout le monde. Oui. Pour les couples, le fait de passer plus de temps ensemble et de changer de mode de vie peut créer des conflits
et du stress dans leur relation. On se rappelle la vieille blague qu'on connaît depuis toujours. J'ai épousé mon mari pour le meilleur et pour le pire, mais pas pour le lunch. Mais la clé est de développer un nouveau état d'esprit. C'est de refaire le compact que les conjoints entre eux, les choses qu'ils vont Ouais, faire ensemble, l'espace qu'ils vont se donner en même temps un à l'autre. ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, James. Alors, comment faire tout au long de notre vie professionnelle? La retraite est en fait une destination qui est abstraite. On la prépare en mettant de l'argent de côté dans nos REER, dans nos CELI, dans nos comptes imposables. On cherche à maximiser la taille de notre capital, mais on n'a qu'une vague idée de la façon dont on va passer les 2, 3 ou même 4 prochaines décennies à la retraite. Je pense qu'il peut y en résulter un décalage entre ce qu'on croit être important à la retraite et ce qu'on va vivre réellement là, une fois à la retraite. C'est pourquoi, François, il est important d'adopter un nouvel état d'esprit à l'égard de la retraite. Le chroniqueur financier Rob Carrick du Globe and Mail a demandé à ses lecteurs retraités récemment de lui faire part de leurs plus grands regrets à la retraite. La conclusion générale de Rob Carrick, l'argent n'achète pas le bonheur à la retraite. Bon, on l'a déjà entendu celle-là, hein? Mm-hmm. Mais Ouais. ce qui est intéressant dans ce qu'il a découvert, c'est que parmi les personnes qui ont fait part de leurs plus grands regrets, seulement 5% ont déclaré qu'il s'agissait du fait qu'ils n'avaient pas assez épargné pour la retraite. C'est plutôt les facteurs sociaux qui arrivent en tête de liste. Parmi les principaux regrets, on retrouve le fait de ne pas avoir travaillé davantage sur ses liens avec la famille, les amis, la communauté, et de ne pas avoir réfléchi davantage à la manière d'occuper ses journées à la retraite. Ouais, ça me paraît tout à fait logique, ça. Euh, alors, que faut-il prévoir, James, pour éviter ces regrets-là? Mais on sait qu'en psychologie, on nous enseigne que les regrets, c'est une des choses les plus difficiles à surmonter. Fait que quand on Effectivement. aborde le sujet avant, c'est toujours mieux. Fait il faut développer une vision pour la retraite. C'est ça la solution pour éviter les regrets. Il serait difficile de passer mentalement de la vie active à la vie de retraite. Puis encore une fois, on était actif avant, puis on ne l'est pas après. Non, c'est pas ça que les boomers veulent. Ils veulent rester actifs après. Fait Mhm. en aidant nos clients à faire la transition, on a constaté que la meilleure approche consiste à les aider à créer cette vision de la manière dont ils souhaitent que leur retraite se déroule. Ceci nécessite une réflexion approfondie sur la personne qu'ils sont et sur qui ils veulent et qu'ils veulent accomplir dans les années à venir. Leurs conjoints, leurs amis, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs et les conseillers peuvent tous les aider. Ouais. Le livret électronique, là, il contient une liste de contrôles que je trouve très utile pour aider les lecteurs à créer cette vision d'une retraite réussie. Personnellement, comme je l'ai dit, je trouve cette liste qui est très utile. James, peux-tu nous donner un peu les détails de la liste qu'il y a dans le livre? Oui, mais je vais les énumérer, puis il y a 8 points sur cette liste de contrôle. Le premier, c'est évidemment la grosse question primordiale. Ouais. Quand La prendre question sa à $1 retraite? million. Exact. À quel âge on souhaite prendre sa retraite? Est-ce qu'on va continuer de travailler à temps partiel? Est-ce qu'on va souhaiter se trouver un nouveau type de travail? Rémunéré, pas rémunéré? Deuxième item sur la liste de contrôle, où vivre? Allez-vous rester dans votre maison? Souhaitez-vous réduire la taille de votre demeure et vous déménager dans un endroit plus calme, moins cher ou un climat plus chaud? Ouais. Troisièmement, votre santé. Avez-vous actuellement de graves problèmes de santé? Comment allez-vous préserver votre santé? Avez-vous accès à une équipe de professionnels de la santé pour vous soutenir? Ce dernier point est très, très important. Quatrièmement, vos relations. Comment allez-vous maintenir et améliorer vos relations avec votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants et vos amis? Quelles sont les possibilités d'approfondir vos relations? Où se situent les points chauds de conflit? Il ne faut pas oublier que cet élément-là peut créer une détresse importante chez les retraités. Cinquièmement, c'est quoi les activités? Comment allez-vous occuper vos journées? Quels sont les sports et les activités physiques que vous appréciez? Qu'en est-il des loisirs, des études ou du bénévolat? C'est drôle, hein, François, mais souvent, on a des retraités. Hey, j'ai jamais été aussi occupé quand j'étais retraité, fait on va en parler un petit peu
plus tout à l'heure, là, il faut faire attention où on fait nos engagements parce qu'une fois qu'on s'embarque, on se dit wow, hey, je me suis trop commis, puis là, c'est trop, là, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que comment on fait nos choix de l'utilisation de notre temps, c'est très important. Maintenant, les points qui sont moins évidents, les autres demandes sur notre temps. Il s'agit là d'une question très importante, surtout pour les clients qui ont été hyper performants professionnellement. Les exigences sur leur temps et leur énergie, les gens vont les solliciter pour être sur tel comité, un conseil d'administration, et comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Comment est-ce qu'ils vont gérer les finances? Ah, regarde, j'ai plein de temps, là, je vais regarder mon portefeuille à tous les jours, puis on sait comme regarder ses pieds pour conduire son char. Fait qu'il faut faire attention. Quelles sont les tâches ménagères? On avait une femme de ménage, on n'a plus, c'est nous autres qui fait le ménage. Combien d'engagements bénévoles allez-vous prendre? Ça, c'est un gros morceau pour les gens qui sont souvent fortement sollicités. Septièmement, un autre qui n'est pas évident, c'est faire face aux soucis, l'inquiétude, le stress. Comment allez-vous gérer le stress quotidien et les problèmes qui sont plus importants? Problèmes de santé, problèmes de conflit entre la famille, des enfants qui se divorcent. Un programme d'exercice ou une pratique spirituelle, parce que ça peut aider. Pouvez-vous parler à votre famille ou vos amis ou même au besoin consulter un thérapeute professionnel si nécessaire. Mm-hmm. Et finalement, le 8e point, c'est les baby boomers veulent donner. Ils veulent contribuer à la société. Puis là, j'ai plein de temps pour faire ça. Fait que c'est ce qu'on appelle donner en retour. Comment allez-vous mettre à profit vos talents, vos connaissances et vos ressources pour faire de votre communauté et du monde un endroit meilleur aujourd'hui et l'avenir? Donc, ce dernier point-là est très, très important d'établir sa vision de retraite. Oui, effectivement. James, la liste est vraiment excellente. Moi, je suis à 10-15 ans de la retraite, puis je regarde ces points-là que tu as énumérés, puis j'ai des questions à me poser là, pour me préparer là, à ma retraite. On a tous ces questions-là. C'est clair. On passe tous par le même chemin. Oui. Le prochain sujet que tu abordes, James, dans le livret, c'est 4 choses qui peuvent vous manquer du travail. James, peux-tu nous en dire un peu plus? Oui. Bon, quand je vais les énumérer, ils vont être assez évidents, là. Ouais. Mais c'est quand même important de les comprendre, à quel point ça peut nous affecter. La première, c'est qu'on est habitué d'avoir une paye régulière qui est déposée, exemple, tous les 2 semaines, une fois par mois dans son compte de banque. Fait que ça, c'est en étant employé, on est habitué à avoir une paye régulière et dans son compte bancaire. Fait qu'à la retraite, tout soudainement, d'un coup, ils viennent d'où l'argent? Les rentrées d'argent peuvent être régulières, peuvent être irrégulières. Fait que c'est là qu'il faut puiser dans nos épargnes. Fait que c'est là que ça peut devenir un peu inquiétant. Oui. Sur ce point-là, James, pour nos auditeurs, on aide nos clients à réduire ce stress-là en leur proposant de déposer chaque mois dans leur compte bancaire le montant nécessaire à leurs dépenses mensuelles. Ceci leur simplifie la vie et ils s'habituent à la sécurité de ce transfert-là qui est mensuel. En fait, on constate chez nos clients que ça les aide aussi à respecter leur budget et leur plan financier à long terme. Absolument, François, on le voit tout le temps avec nos clients. En fait, de nombreux clients sont fiers de respecter leur budget. Regarde, vous m'envoyez tant de 1000 par mois, puis regarde, j'en garde quand je n'ai d'un peu de trop. Fait que c'est très rare qu'ils disent non, j'en ai pas assez. Souvent, ils se font une fierté de respecter ce budget-là. La deuxième chose qui vous manquera du travail est l'interaction sociale avec vos collègues. L'interaction sociale est un élément important de la vie professionnelle. Ne plus voir ses amis du travail peut laisser un grand vide dans votre vie. Il y a des gens qui sont plus introvertis. C'est moins évident pour eux de se développer des nouveaux contacts sur le plan social. Fait que les contacts du travail sont très importants. À l'inverse, les gens qui sont plus extravertis, eux, ils ont un grand besoin de se recharger leur énergie à rencontrer plein de monde. Fait que pour différentes raisons, ça peut impacter l'introverti ou l'extraverti. Oui, c'est très important. Il faut que les retraités gardent contact avec leurs anciens collègues les plus proches. Là. Mais il ne faut pas qu'ils se présentent au bureau, là, quand même. Il faut tendre la main à d'autres amis.
Oui. Il faut tendre la main à d'autres amis puis trouver des activités qui permettent là, de rencontrer des nouvelles personnes également. Là. La troisième chose qui vous manquera à propos du travail, c'est votre identité professionnelle. Puis celle-là, c'est pas mal plus compliqué. Historiquement, mon expérience, c'est que ça affectait beaucoup plus les hommes que les femmes. Je disais à l'époque, les femmes, ils ont bien moins de problèmes de s'adapter psychologiquement à la retraite parce qu'ils ne s'identifiaient pas avec leur emploi. Parce que l'homme, je suis Le celui pourvoyeur. le pourvoyeur qui gagne l'argent, qui met la bouffe sur la table. Ce genre de stéréotype-là, mais c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Oui, C'est oui, tout à autant fait. vrai pour les femmes professionnelles que les hommes. Oui. On a une identité. Et fait que le meilleur exemple dans ce cas, c'est la fréquence des questions qu'on vous pose à la retraite. Que faites-vous avec votre temps? Les Ouais. retraités haïssent cette question-là. Et c'est peut même leur être choquant. Puis c'est là que s'ils n'ont pas de vision claire de ce qu'est la retraite, ça va les affecter. Fait que, ça vous fait prendre donc conscience du rôle que votre identité professionnelle sur l'image que vous avez de vous-même. Mm-hmm. Vous imaginez dans un cocktail, mais t'es en retraite, tu fais quoi? Mais j'étais monsieur ou madame X, Y, Z professionnellement, là, je fais quoi? Oui, ouais, c'est un vrai défi pour de nombreux retraités. Mais il y a un moyen de les aider à le résoudre. Puis nous, ce qu'on fait, c'est on les encourage à élaborer, un discours d'ascenseur en anglais, elevator speech. C'est un concept de base enseigné dans les cours de commerce et qui s'applique parfaitement aux retraités. Un discours d'ascenseur est une brève description de ce que vous faites maintenant pour dire aux autres combien votre vie présentement est épanouie à la retraite. Il a également l'avantage de renforcer votre nouvelle identité, vous comme retraité, dans votre propre esprit. Tout à fait. Ce dernier point, François, est vraiment important. Puis j'inviterai nos auditeurs à porter attention à ça. C'est que plus on le raffine, notre discours d'ascenseur, ben, plus on est en mesure de dire « Hey, c'est ma mission, c'est mon mantra, Mm-hmm. c'est ça qui je suis, c'est ça que je vais faire. » Fait que maintenant, la quatrième chose qui vous manquera du travail, ce sont les avantages sociaux que l'employeur offre. Vous avez peut-être pris pour acquis certains avantages liés au travail. Certains, c'est moins évident. Puis je vais donner en exemple les technologies de l'information. On est au travail, on a des problèmes d'ordi. On appelle le service des TI, je fais quoi? J'ai un problème de cybersécurité. Est-ce que le logiciel est à jour? Toutes ces choses-là, on prend pour acquis. Puis là, soudainement, tout d'un coup, j'ai plus ça, j'étais à la maison tout seul. Fait on se pose la question, comment vais-je gérer ma technologie? Évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, le défi de la protection contre les crimes de cybersécurité, entre autres. Oui, ouais. Effectivement, on voit ça souvent, James, puis nombreuses personnes mettent en place là, un bureau à domicile qui est bien organisé. Une autre chose que tu n'as pas mentionné, James, c'est que de nombreux retraités ne bénéficient plus de l'ensemble des avantages sociaux, y compris l'assurance maladie puis l'assurance médicale. Pour ça, on suggère là, de souscrire à une assurance maladie complémentaire qui va remplacer les prestations de l'ancien employeur. Tout à fait. C'est une étape assez classique. Il faut faire ses devoirs, par contre. C'est très dispendieux. Puis on va se peser les pour et les contre de les souscrire. Mais surtout, l'assurance voyage pour aller à l'international, c'est quelque chose d'important. Le prochain grand sujet abordé dans ce livret électronique, François, c'est le financement de la retraite. Puis une fois que le retraité aura développé sa vision de la retraite, ben, ils vont être prêts à répondre à la question à 1 million de dollars. Comment vais-je financer la réalisation de cette vision sans manquer d'argent? Ouais. C'est plus facile qu'à dire. Après des décennies d'épargne en vue de la retraite, le passage à la dépense de vos économies peut déclencher une réaction de peur dans votre cerveau. Ceci conduit même certaines personnes à continuer à travailler bien au-delà de l'âge où ils pourraient se permettre de prendre une retraite. Là. Hey, j'ai une citation d'un sondage américain que je trouve pertinent, François. Une enquête réalisée en 2023 par la grande compagnie d'assurance mondiale Allianz Vie a révélé que 61% des Américains avaient plus peur de perdre de leur argent, c'est-à-dire de manquer d'argent à la retraite,
que de mourir. Ouais, c'est quand même incroyable, hein? 61%. Ouais. Quand on arrive qu'il faut dépenser son épargne, on est confronté à un véritable dilemme, là. Si on dépense trop, on va se retrouver à court d'argent pendant notre vieillesse. Si on dépense trop peu, on ne pourra pas profiter pleinement de notre tête, puis on va peut-être involontairement laisser un héritage important à nos héritiers, là. Bien dit, François. Et c'est en fait ce qu'on appelle dans notre jargon la phase de décumulation, à l'opposé de l'accumulation de vos actifs, et elle est notoirement complexe. En fait, l'économiste William Sharpe, lauréat du prix Nobel, l'a qualifié de problème le plus complexe dans le monde de la finance. Et donc, pour relever ce défi, donc, les retraités doivent se poser deux questions qui sont quand même étroitement reliées. Premièrement, de quelle source de revenus aurez-vous besoin à la retraite? Et deuxièmement, quel montant pouvez-vous retirer en toute sécurité de votre épargne à chaque année? Ouais, on devrait examiner un petit peu plus près ces questions cruciales pour nos auditeurs. Il y a une règle de base courante qui veut que vous visiez 70% de votre revenu d'avant la retraite, ceci avant impôt, pour maintenir votre style de vie une fois à la retraite. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une estimation juste pour vos besoins en matière de revenus? James, as-tu une idée là-dessus? Oui, François, la réponse est souvent non. De nombreuses personnes pensent que leurs dépenses quotidiennes diminueront considérablement lorsqu'elles cesseront de travailler parce qu'elles n'auront pas plus à payer des frais tels que le lunch au restaurant, les vêtements au travail ou le transport pour se rendre à leur travail. Cependant, même si ces coûts disparaissent, les études montrent que les dépenses quotidiennes ne diminuent pas tant que ça, en fait. D'autres dépenses peuvent même augmenter. On peut penser aux vacances, on a plus de temps, les loisirs, on a plus de temps. Donc, non, c'est pas une règle applicable à tout le monde. Ouais. Je pense que c'est exact, James, mais le plus important, je pense, c'est de ne plus avoir effectué de paiement hypothécaire. Ça, c'est une grosse baisse de dépenses. Une autre, c'est d'apporter un soutien financier aux enfants et aussi de ne plus avoir à épargner en vue de la retraite. Ça, c'est vraiment des dépenses qui vont faire la différence, là. Mais d'un autre côté, puisque vous avez moins de revenus aussi, vous serez probablement moins imposé ou imposé à un taux inférieur. Je pense que ces diminutions-là sont encore plus importantes là, pour les personnes qui ont peut-être un revenu élevé ou est-ce que ces dépenses-là prennent une grande part de leur budget là, dans le fait. Tout à fait d'accord avec toi. On peut penser que dans les dernières années en préparation de la retraite, 5, 10, 15 ans, les gens épargnent très fortement. Ils ont moins de dépenses, par exemple, pour leurs enfants, des hypothèques à payer, ben, ils vont rediriger l'épargne vers ça. Fait qu'une fois retraité, ben, il y a ça de moins dans ces flux. Et on voit des gros changements, des réductions dans les taux d'imposition des retraités. Donc ça aussi, tu as parfaitement raison sur tous ces points-là, François. Alors, quelle est la conclusion pour nos auditeurs? Même si on voudrait toucher 70% ou plus de leur revenu à la retraite, les experts Malcolm Hamilton et l'actuaire Fred Vittes, deux éminents spécialistes canadiens de la retraite, affirment que la plupart des gens vont très bien se débrouiller avec moins de 70% de leurs revenus. C'est rassurant d'un côté, mais chacun doit se poser la question, c'est ont-ils suffisamment d'argent épargné pour vous procurer le revenu que vous avez vraiment besoin? Une partie importante de la réponse, ça va dépendre de ce qu'on appelle le taux d'épuisement. En anglais, on dit le burn rate, donc ce qu'on dépense réellement. Et ça, généralement, on va établir ça mensuellement, mais on peut l'annualiser. Mais c'est important d'avoir le montant réel. Et là, on le mesure par rapport aux actifs totaux. Et là, ça nous aide à établir de la viabilité. Fait qu'on revient un peu à la règle que tu vas introduire bientôt. Donc, dans le livret électronique, c'est le sujet « Qu'est-ce qu'un taux de retrait de son portefeuille, un taux de retrait sûr? » Oui, le point de départ pour répondre à cette question, James, est la règle du 4%, qui dit, selon cette règle, vous pouvez dépenser en toute sécurité 4% de votre capital au cours de la première année de votre retraite, puis ensuite ajuster le montant en dollars pour tenir compte de l'inflation chaque année jusqu'à la fin de votre vie. Puis ça, il y a un risque minimal avec cette règle de 4% de manquer d'argent, là. Oui, puis c'est ça, psychologiquement, c'est la peur qu'on a vue dans le sondage américain, c'est la peur de manquer d'argent. Ouais. Fait que cette règle,
elle peut convenir à de nombreux retraités, mais pour d'autres, il est préférable d'adopter une approche plus flexible en ajustant leurs dépenses et leurs retraits en fonction des performances du portefeuille, des événements de la vie et de l'évolution de leurs objectifs. Ouais, en réalité, nombreuses personnes dépensent beaucoup moins qu'elles ne le pourraient à la retraite. Il y a une étude là, de l'Employee Benefit Research Institute qui a montré qu'aux États-Unis, les personnes qui ont pris leur retraite avec plus de 500 000 d'épargne en moyenne en avaient encore 88 20 ans après leur départ à la retraite. Même les personnes qui disposaient de moins d'argent, là, ici dans le sondage, là, 200 000 d'actifs hors logement, après leur retraite, disposaient encore de 75 de leur épargne 18 ans plus tard. Quand même considérable. Oui, c'est vraiment considérable. Ben, c'est en fait ce qu'on constate souvent chez nos clients. Mais je dois également souligner, par contre, François, que les marchés financiers, sur les 20 dernières années, ont été pas mal favorables aux investisseurs. Quand même. Et c'est sûr, on a eu 2 gros bear markets, 2 grosses corrections, donc 4 événements négatifs importants pendant cette période de 20 ans, mais n'empêche, où on est rendu aujourd'hui dans les indices boursiers, c'est quand même une belle évolution, fait que ça aide à maintenir le capital. Mais je pense que le point quand même se maintient que les gens ont peur, surtout dans la première phase de la retraite, de réduire leur capital. Dans la finance comportementale, on appelle ça la comptabilité financière. Ouais. Fait que pour moi, j'ajouterais que les retraités devraient pas vraiment se concentrer sur un taux de retrait magique et sûr, mais plutôt revoir les performances de leur portefeuille avec leur conseiller financier au moins une fois par année et les projections de revenus de retraite régulièrement mises à jour. Et surtout après des mauvaises années dans les marchés. Alors là, on peut vraiment voir est-ce qu'on peut quand même se permettre toujours de dépenser comme on a fait dans les récentes années ou pas. Oui. Une autre question importante, James, concernant la planification du revenu de retraite, est de savoir quand vous devriez toucher votre régime de pension du Canada, la RPC, ou au Québec, si la RRQ. Comme beaucoup de gens le savent, là, peut-être, on peut augmenter notre pension de la RPC ou de la RRQ en retardant l'encaissement après l'âge de 65 ans. François, à ça, j'ajouterais que de nombreux experts en pension et des planificateurs financiers recommandent d'attendre, de prendre ces rentes-là vraiment à un âge plus avancé, par exemple à l'âge de 70 ans. La raison en est la tranquillité d'esprit que procure un flux plus important de revenus garantis entièrement indexés à l'inflation. Et c'est ce dernier point qui est critique. Fait que ces rentes-là sont indexées, tandis que souvent, si on a une rente de retraite d'un employeur, il n'est pas indexé. Et nos sommes, l'épargne ou la croissance, notre allocation en actions, on veut ça justement pour se protéger en quelque sorte contre l'augmentation de l'inflation. Mais le fait de différer, prendre ces rentes-là, ça permet de gérer le risque de longévité. Souvent, cette recommandation est accompagnée de retirer préemptivement avant l'âge de 72 ans ses rires pour optimiser sa fiscalité. Puis, ça implique aussi, quand on a des retraités qui ont des sommes importantes dans les rires accumulés, ils sont à risque de la récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Ouais, effectivement. Mais cette analyse-là, François, il faut vraiment généralement faire appel à l'aide d'un conseiller financier pour prendre une décision éclairée. Oui. Ceci nous amène à un autre facteur important dont il faut tenir compte dans la planification de la retraite, c'est-à-dire l'idée que les dépenses ont tendance à diminuer à mesure qu'on vieillit. En fait, François, il s'agit en fait de la tendance des retraités à dépenser moins. Et puis, à mesure qu'ils vieillissent, cette tendance doit être prise en compte dans la planification de la retraite afin de s'assurer qu'on va optimiser l'utilisation des fonds et qu'on ne va pas se retrouver avec un héritage peut-être qui est trop élevé qu'on aurait voulu. Dans le livret électronique, on souligne que la retraite peut être divisée en 3 phases distinctes. Les années actives, donc il s'agit généralement des 10-15 premières années de la retraite. Les années de ralentissement,
Il s'agit généralement des années comprises entre, mettons, 75 ans, 85 ans, mais ça varie d'un retraité à l'autre. Et pour certains de nos clients, les années de ralentissement, ils commencent vraiment à l'âge de 85 ans. Oui, effectivement. On a des gens de 85 ans qui s'en vont en Europe, qui s'en vont dans l'Ouest canadien faire du ski alpin. Là. Fait que, Effectivement. c'est très impressionnant. J'espère être là quand je serai plus toi qui es grand skieur, François. Donc, Ouais. les années sédentaires, bon, ben ça, c'est des années qui commencent généralement vers 85 ans. Puis, si on commence à avoir des problèmes de mobilité, là, ça peut nous contraindre dans les choix qu'on peut faire au niveau des activités, des loisirs, Ouais, des on voyages. va essayer de définir ça un peu, ces années-là, un peu plus en détail. On va commencer par les années actives. Pour beaucoup de gens, c'est le moment idéal là, pour voyager, s'adonner à des passe-temps, faire de l'exercice physique et d'avoir des relations sociales. Les gens auront peut-être même envie de s'acheter une nouvelle voiture ou de réaliser un projet qu'ils ont toujours voulu entreprendre, peut-être la rénovation de la maison, un chalet, peu importe. Ces années seront probablement parmi les plus coûteuses là, de la retraite. Là. Tout à fait. La phase suivante est celle des années de ralentissement. Et c'est l'époque où vous avez encore envie de voyager, vous vous adonnez à des activités de loisirs, mais où vous devrez généralement réduire vos dépenses. Mm-hmm. Il est peut-être aussi temps de quitter la maison familiale ou de vendre l'une de vos voitures. Pour ces raisons, vous dépenserez moins d'argent que pendant les années actives. Oui. Puis le troisième, c'est les années sédentaires. Ben, c'est les années au cours desquelles les voyages et les autres activités de loisirs deviendront de plus en plus difficiles. Et vous devrez peut-être augmenter les dépenses pour les soins de santé. Oui, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, François. Et donc, maintenant, on est prêt à aborder le prochain sujet du livret électronique. Et puis, c'est l'élaboration d'un plan financier pour la retraite. Idéalement, vous commencerez ce processus des années avant de cesser de travailler, mais il n'est jamais trop tard de le faire. James, qu'est-ce que le livret dit sur ce qu'il faut prendre en compte lors de l'élaboration de notre plan financier de la retraite? Mais François, dans le livret électronique, nous mettons en évidence 6 composantes d'un plan financier de retraite qui est solide. Le premier, c'est passer en revue les objectifs. On l'a vu dans la section de la liste de contrôle pour la vision de sa retraite. Donc, on va passer en revue les objectifs de retraite. Deuxièmement, on va estimer les dépenses mensuelles, ce qu'on appelait tantôt là, le burn rate en anglais. Passer en revue vos sources de revenus, pensions gouvernementaux, employeurs et consultations, revenus temps partiel. Planifier les dépenses importantes. Donc, vous planifiez, on change de voiture, comment souvent, on va faire des plus gros voyages, combien souvent, on va faire des rénovations de la maison. Et cinquièmement, c'est quels sont les éléments de planification successorale qu'il faut considérer. Mais là, finalement, le dernier élément, c'est d'élaborer ce plan-là. Oui, une fois qu'on a une idée de nos dépenses et de nos revenus, il est toujours bon de demander l'avis d'un planificateur financier qualifié pour élaborer notre plan de retraite. Il va utiliser un logiciel pour établir des projections financières basées sur nos sources de revenus, nos besoins en matière de dépenses, des hypothèses concernant les rendements futurs, des investissements. Il va prendre en considération également l'inflation et puis notre espérance de vie. Puis il y a beaucoup d'autres données là, qui rentrent en ligne de compte là, dans l'élaboration de ce plan-là. Donc, maintenant que le retraité, en suivant le guide de la nouvelle retraite qu'on partage avec eux, ils vont avoir leur vision, ils vont avoir leur discours d'ascenseur, ils vont avoir leur plan financier de retraite, mais là, il faut le reviser périodiquement. C'est là, c'est très, très important pour voir si on est sur le bon chemin. Fait qu'il faut s'assurer de le faire à des intervalles réguliers. Fait que le livret électronique a une page qui souligne les éléments importants de la rencontre annuelle avec son conseiller en planification financière ou son conseiller en placement. Et évidemment, je le répète, une fois par année, c'est essentiel. Et on revoit les objectifs, le plan financier. On veut vraiment s'assurer, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on s'est éparpillé un peu ou pas, ou on s'écarte de notre capacité de soutenir le plan.
Dans notre équipe, on appelle ce processus l'optimisation du revenu de retraite. Oui, c'est un élément essentiel du service qu'on offre à nos clients, là, je pense, James. On parle justement, est-ce que le portefeuille est optimisé sur le plan fiscal, notamment en ce qui concerne les gains, pertes en capital, les retraits des REER et des FER, les dividendes de sociétés de portefeuille, puis aussi la possibilité de la récupération de la sécurité de vieillesse. C'est toutes des questions là, qu'on se pose là, quand on fait la revue. Lors de cette revue annuelle, François, comme tu sais, on examine également les taux d'épuisement. Fait que, OK, vous avez dépensé quoi l'année d'avant? Puis ça, en relation avec les avoirs que vous avez, est-ce qu'on est à l'intérieur d'une fourchette qui est raisonnable, qui n'épuisera pas le capital à moyen et long terme? Fait qu'on discute des montants retirés en pourcentage de la valeur totale du portefeuille. Fait qu'on vient à la fameuse règle de 4 %, mais on établit c'est quoi le vrai pourcentage pour ce client-là. Fait qu'on va également discuter des questions de savoir si ce taux d'épuisement, si ça continue, s'il n'y a aucun problème, ou si ça va mettre à risque à plus long terme. À l'inverse aussi, est-ce qu'on peut dépenser plus parce qu'on va simplement accumuler trop d'avoirs? Oui, une bonne stratégie fiscale là, peut vous permettre d'économiser des milliers de dollars au cours de votre retraite. Dans ce cas, un conseiller financier qui collabore avec votre conseiller fiscal peut vous donner des précieux conseils là, à ce niveau-là. François, je pense qu'il est temps de conclure la revue de notre livret électronique. Pour nos auditeurs, j'aimerais souligner la prochaine étape de votre vie peut être une période tout à fait merveilleuse, mais comme on a discuté aujourd'hui, vous ne devez pas sous-estimer les défis psychologiques en même temps que les défis financiers. Et tout ça, c'est lié à la transition entre le travail et la retraite. L'exercice de planification, vraiment, on a vu aujourd'hui, commence par le développement d'une vision personnalisée de sa retraite. Vous devez considérer que pour plusieurs, cette période va être 2, 3 ou même 4 prochaines décennies à la retraite. C'est pourquoi c'est tellement important de bien articuler un nouveau but dans sa vie. Oui, j'ajouterais aussi, James, que si vous planifiez votre retraite ou si vous êtes nouvellement retraité, vous avez probablement déjà réalisé que la réussite de cette nouvelle étape de votre vie exigera plus qu'une simple sécurité financière. Il faudra également prendre des décisions judicieuses pour trouver un sens à votre vie, entretenir des relations profondes et vous donner les meilleures chances de rester en bonne santé et actif tout au long de votre vie de retraité. Donc, merci, James. Je pense que c'était très informatif. Donc, encore, merci d'avoir partagé ton savoir, ton expertise aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. J'espère que nos auditeurs vont apprécier ce qu'on a partagé avec eux aujourd'hui et qu'ils vont prendre le temps de lire le livret, le guide de la nouvelle retraite. Et j'espère que ça va leur être utile. Tout à fait. Eh bien, c'est tout pour ce 62e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 9 mai. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. À bientôt et merci.